tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Cloud. C'est l'épisode numéro 7, d'accord? Et pour cet épisode, on a un nouveau invité avec un nouvel sujet, d'accord? Alors, l'invité d'aujourd'hui, c'est un expert en cybersécurité et également c'est un chercheur en cybersécurité. Avec nous aujourd'hui, il y a Hussein Issaoui. Comment ça va? Très très bien, très bien. Eh ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. Alors, Hussein, pour les gens qui ne te connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Hussein Issaoui, je suis architecte en cybersécurité et chercheur. Et je donne aussi pas mal de conférences dès que j'ai un petit peu de temps. Bon, voilà, quand j'ai un invité, franchement, j'aimerais bien trouver un point commun avec lui. D'accord? Ce que j'aime chez Hussein, c'est que c'est un chercheur, d'accord? Comme moi. Et je trouve que les gens qui ont ces doubles casquettes, c'est-à-dire de chercheurs et d'experts, sont généralement des gens qui ne procèdent pas comme les autres. Ouais, il y a la curiosité qui est quasiment illimitée chez exact. nous. Et c'est un petit peu notre moteur, puisque une fois que tu as trouvé, tu cherches encore à trouver autre chose, mieux, dans d'autres domaines, dans d'autres périmètres, etc. etc. Ouais, c'est sans fin. Exactement, et on ne cherche pas là où les gens cherchent. Ouais, nos méthodes de recherche changent aussi à force de rencontrer des personnes qui ont des méthodes différentes. Exact. D'où nos discussions et nos échanges. Dès que tu échanges avec quelqu'un d'autre, tu as un autre point de vue supplémentaire qui va se rajouter. Et le fait d'avoir un autre regard et choisir un autre angle, des fois ça fait toute la différence et c'est passionnant. Exactement. Nous, parfois, on ose lire les articles scientifiques, d'autres non. Hein. Oui. Ah, moi je lis beaucoup. C'est un des points très importants que je donne souvent aux étudiants en général. Je leur dis, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de science infuse chez un individu. Il faut effectivement se cultiver, bien évidemment, s'informer et lire beaucoup. Puisque la littérature cyber, notamment, elle est très riche et elle change tous les jours. Exactement. Et je trouve que les chercheurs sont les contributeurs, les principaux contributeurs de n'importe quel domaine dans l'IT ou dans un autre domaine d'ailleurs. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la réduction de la surface d'attaque qui représente l'un des piliers de la cybersécurité, en fait. D'accord. Et voilà, pour ceux, les gens qui ne connaissent pas ce que veut dire une surface d'attaque. Alors, la surface d'attaque, c'est tout simplement, si on prend l'exemple du château, si on veut prendre un château fort, il n'y a pas 360 points d'entrée pour attaquer le château fort. On connaît le pont-levis, bien évidemment, mais si on cherche un peu plus, en tant que chercheur, on peut survoler, on peut creuser, on peut acheter un petit bateau sur Amazon et on peut essayer de naviguer sur le côté, mais après il faut grimper. C'est toute cette petite fenêtre qui ne sont pas forcément protégées ou bien protégées, un peu comme dans un immeuble classique. Là, je vais prendre un exemple beaucoup plus contemporain. Un immeuble où il y a un portail pour les voitures, une porte et 300 fenêtres. Il n'y a pas que la porte principale. Si la fenêtre à l'arrière du premier étage elle est ouverte, même dans une maison, une petite échelle et on rentre et les cambrioleurs le savent très bien. Donc c'est réduire et fermer toutes ces fenêtres-là, multiplier les sécurités sur chacune de ces fenêtres-là pour être sûr que les attaquants n'ont pas de chemin d'attaque. Au lieu d'en avoir 300, s'ils n'en ont qu'un seul, et si on n'en laisse qu'un seul parce qu'on est obligé de laisser le flux, les communications passer par là, c'est là qu'on va renforcer. Mais on ne va pas laisser les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, le souterrain ouvert, le toit ouvert, etc. Ouais. Donc on peut dire que en fait, la surface d'attaque, c'est l'ensemble de ces points qui en fait représentent des vulnérabilités de notre système informatique. C'est ça. Et là où c'est compliqué, c'est que on pense souvent faille de sécurité, on a une faille, on corrige, c'est fini. Non, la surface d'attaque, elle est en deux parties. Elle est externe et elle est interne. D'accord. L'externe, on va prendre l'exemple simple pour tout le monde, tout ce qui attaque depuis l'extérieur, que ce soit un hacker, une entreprise, un État qui va attaquer cette entreprise, mais on a aussi la surface d'attaque interne. Une fois que quelqu'un est rentré dans l'entreprise, que ce soit l'employé, que ce soit le livreur de pizza, il y en a qui commandent souvent le midi le livreur de pizza dans des entreprises, je parle, que ce soit le plombier, que ce soit un installateur qui vient effectivement faire un acte de maintenance dans un réseau informatique pour réparer. Tout ça, ce sont des surfaces d'attaque qu'il faut adresser, protéger et corriger au maximum. Et ça bouge en permanence. Tu as commencé à parler de deux types de surfaces d'attaque qui sont l'externe et l'interne. Ouais. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres types de surfaces d'attaque ?
Alors, tu as celle qui est purement physique, puisque maintenant, on parle souvent dans les médias des vulnérabilités, de logiciels, etc. Mais il y en a certaines, qu'on a évoquées il y a 30 secondes, qui sont physiques. Si quelqu'un arrive à s'introduire dans une entreprise pour mettre une clé USB avec un virus, pour mettre une clé USB pour voler des données, ou arracher un disque dur, ou prendre des photos, etc., etc., là, on parle de la partie physique, c'est-à-dire l'être humain. Et là, c'est quelque chose en permanence qui est testé par de nouvelles sociétés maintenant, qui vont même jusqu'au bout pour tester, ils prennent une prestation pour tester le fait qu'un tel ne va pas réussir à s'introduire jusqu'à la salle informatique, quel que soit le moyen, ou jusqu'au bureau du PDG où il y aurait des documents, où il y aurait des... etc., etc. Donc ça peut être externe, notre surface d'attaque, ça peut être interne, ça peut être physique, c'est ça. Ça peut être humaine. Et l'humain, c'est le point clé. Tu as raison. La sensibilisation chez les humains, parce qu'une fois de plus, je l'ai dit dans les conférences que je donne, celui qui fait ça, qui clique, c'est personne d'autre que l'humain. Ouais. S'il n'y a pas de clic, il n'y a pas de problème. C'est nous, les premiers. Donc si on n'est pas sensibilisé, si on n'a pas les bons réflexes et qu'il n'y a pas les bonnes sécurités, on peut faire ce qu'on veut. Si un humain veut aller rentrer dans une salle informatique ou dans un ordinateur et prendre des données, tout comme un banquier, s'il veut aller dans son coffre-fort, il travaille là-bas. Et prendre les sous, tu ne pourras pas le dissuader. Donc c'est une faille, effectivement, et une surface d'attaque qu'il faut prendre en compte. C'est l'être humain avec la sensibilisation, la formation et la surveillance, bien évidemment. D'accord, et en fait, ton discours, il me fait rappeler de l'attaque d'opérateurs téléphoniques qui s'est passée en fait en octobre. Et voilà, suite à cette attaque, il y a eu en fait des vols, en fait, d'exposition plutôt de data sensibles. Donc voilà, si tu nous parles, ou peut-être si tu nous donnes les principales causes de cette attaque. Voilà. Alors, tu parlais de l'opérateur. J'étends encore le spectre un peu plus large pour que les gens se rendent bien compte. C'est un très bon exemple, mais toutes les grandes entreprises, je crois que c'est presque 95% des grandes entreprises, des 100 plus grandes entreprises, il y a des articles dessus, ont tous subi des attaques et des fuites de données. D'accord. C'est pas juste un petit pourcentage. Donc on parle des grandes sociétés qui ont des moyens. Je ne parle pas des petites. Elles ont toutes subi un petit vol de données. Des fois, c'est des données pas importantes, bien sûr, des fois un peu plus importantes, des fois très importantes. Donc là aussi, il faut catégoriser, parce que si des hackers volent des données d'un serveur et c'est le menu de la cantine, la course entre les cyberattaquants et les cyberdéfenseurs, parce que c'est à peu près ça, le résumé des Red Team, ceux qui attaquent, et Blue Team, ceux qui défendent, c'est la course contre la montre. Et quand ça va trop vite d'un côté, et je reparle encore des IA, et que le tas de les IA ou pas les IA de l'autre côté, ou les mesures de sécurité qui ne sont pas suffisantes, ou l'effort n'est pas encore suffisant sur ce point de sécurité, le document il va fuiter. L'attaque elle va pouvoir passer. Parce que maintenant, je rappelle aussi un point très important, c'est que maintenant, par exemple, tu prends Microsoft que tout le monde connaît, Microsoft Windows, c'est chaque mois, le deuxième mardi du mois, ce qu'on appelle le Patch Tuesday, tous les deuxième mardi du mois, ils publient le Cumulative Update et ils font très bien. Et ça, c'est excellent. Donc, ils sont transparents, ils vous disent, voilà ce qu'on a découvert, patchez et mettez-le. Alors, les entreprises qui le font, elles réduisent leur surface d'attaque de manière très, très, très importante. Ça, c'est clair. Mais ceux qui se disent, bon, je le ferai demain, ou la semaine prochaine, ou dans un mois, que ce soit par manque de temps, ou parce qu'ils n'ont pas 200 équipements, mais 15 000, donc ça peut se comprendre, la petite fenêtre, elle est un peu entrouverte, tout simplement. Donc les moyens, parfois, ils ne sont pas suffisants à un instant T. C'est surtout ça. Les moyens, ça c'est également, je veux attirer l'attention des gens à bien, en fait, placer les bons gens pour concevoir vos systèmes d'informatique. C'est-à-dire la sécurité, ça passe, c'est-à-dire la conception d'un système informatique sécurisé, ça passe en premier lieu avec une bonne conception. C'est-à-dire, ok, on va arriver au code, on va arriver aux technologies, oui, mais franchement, il faut prendre le temps de bien concevoir qu'est-ce qu'on a comme ressources, comment on va placer ces ressources, quelles sont peut-être les vulnérabilités, c'est-à-dire notre système informatique, certainement qu'il a vécu, on regarde l'historique, peut-être les vulnérabilités qui se répètent, il faut prendre le temps de concevoir. Il y a un point très important que tu viens de dire. On parlait, alors moi ça fait longtemps que je travaille, donc il y a très 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 longtemps, on parlait du Secure by Design. Secure by Design, c'est exactement ce dont on a besoin.
Sauf que, je vais encore plus loin que toi, mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'avant, on pensait qu'un système installé, suivant, ou une de commande, ça marche, ça fonctionne. Non, ça c'est la config de base qui par défaut n'est pas sécurisée et qui est maintenant, on le sait, vulnérable by design. Puisque le produit n'est pas là pour être sécurisé, il est là pour fonctionner. Ouais. Et c'est valable dans toutes les technos. Il n'y a pas de lui c'est mieux, non. Après on a rajouté best practice. Exact. Qu'on utilise chez Microsoft depuis longtemps, puisque je suis aussi architecte sur les technologies Microsoft depuis 1998. Donc tu vois, ça remonte à longtemps. Il y a ce qu'on avait les best practices depuis déjà longtemps, depuis plus de 25 ans. Donc ça, on le mettait. C'est ces fameuses barrières et ces couches multipliées dont on parlait, toi et moi, supplémentaires. Eh ben, il y a quelque chose qui est valable aussi maintenant depuis une dizaine d'années que je pousse moi partout, c'est le hardening, durcissement en français. Le hardening, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on installe un système, par défaut, il va fonctionner, il n'est pas configuré. Best practice, on va bien le configurer pour que ça fonctionne bien, réduire un peu la surface d'attaque. Et il y a la partie hardening, c'est le durcissement. On va tout supprimer, tout ce qui n'est pas utile. Tout ce qui n'est pas utile, tu fermes toutes tes fenêtres, tu mets du béton, puisque tu sais que tu n'auras jamais besoin d'ouvrir ces fenêtres, et tu laisses que la porte d'entrée que tu as besoin et la fenêtre dont tu as besoin. Le durcissement, le hardening, tout le monde l'applique. Je l'applique aussi pour les Active Directory. C'est un choix excellent parmi toutes les entreprises. Les grands comptes le font maintenant pour sécuriser complètement. Et il y a des paramètres extraordinaires que les ingénieurs découvrent quand on leur parle de ce sujet-là. Ils se disent, on pouvait le faire depuis le début. Oui, mais pour avoir du secure, real secure by design, vraiment sécurisé dès le début. Et ça rejoint ce que tu disais. C'est au début qu'on sécurise, c'est pas à la fin. Exact, parce que franchement, moi, ma carrière en tant que... Peut-être je profite de ce podcast parce qu'il y a un point qui me dérange, franchement. Dans les grands comptes et dans les grandes entreprises, je vois des choses qu'un étudiant ne peut pas les faire, qu'on ne l'accepte pas dans un travaux dirigé, pas dans un grand compte. C'est-à-dire parfois on ouvre des bases de données, on trouve des doublons, on trouve des requêtes mal écrites et ils pensent que ce genre de système d'information il va perdurer. Non, ça va pas perdurer. Si c'est mal conçu, ça va pas rester comme ça ou fonctionnel, disons, parce que les bugs et les problèmes il doit être bien conçu. Et franchement, il y a une étape de conception trop importante. Il faut bien recruter les bons gens. Ouais. Il ne faut pas négocier côté argent non plus avec ces gens. C'est de l'investissement. Ah oui. Si on installe une infra juste avec 10 stagiaires, le résultat, ce sera le niveau d'un stagiaire. Et c'est normal. Et ça se trouve, ils sont très bons, les stagiaires. La cybersécurité, c'est un scope qui va avec d'autres scopes. C'est-à-dire, on voit par exemple maintenant plusieurs entreprises qui sont en train de migrer leur workload en fait, vers le cloud. C'est-à-dire, il faut... recruter ou peut-être sensibiliser, pas recruter. C'est-à-dire quelqu'un qui comprend en cybersécurité. Il suffit pas de concevoir un landing zone sur le cloud, mais il faut concevoir un landing zone sécurisé. Et dès le départ, faut pas penser que vous allez, après ces transformations, vous allez pouvoir peut-être rajouter une couche de cybersécurité. Ça sera mal. Ça sera plus dur. Exact. C'est ça. Il y en a qui le font. Je vais quand même rassurer quelques personnes qui ne l'ont pas fait. Donc, ils peuvent se rattraper, les retardataires. Je prends l'exemple toujours des technos très importantes de Microsoft, puisqu'une fois de plus, ça fait 25 ans que je travaille sur ces technos. Pour la partie Active Directory, il y a certains modèles gratuits, comme Hardenad, qui est très connu, c'est la communauté française, de sécurisation, de hardening d'Active Directory. Si vous avez un Active Directory plutôt bien configuré ou vous n'êtes pas sûr, vous appliquez le document, vous verrez que votre Active Directory va briller, il va réduire la surface d'attaque, il va continuer à fonctionner, parce que là aussi, il faut savoir ce qu'on fait en sécurité. Trop de sécu, tu la sécu, on a déjà vu des gens cliquer, rajouter trop de paramètres, l'AD ne marche plus d'authentification, donc on a fait l'inverse de ce qu'on voulait faire. On a même rendu service aux hackers puisque ça ne marche plus. Donc il faut utiliser les bons modèles. Et Microsoft en propose plein, bien évidemment. Les éditeurs dans les réseaux, pareil, que ce soit du Cisco, du Checkpoint, tous, ils ont tous ces Donc éléments. effectivement, en fait, parce que toi, Hussein, tu as commencé à parler de comment réduire cette surface d'attaque. Et le hardening, c'est une technique pour réduire effectivement la surface d'attaque. Si on donne A, B, C, D, des façons ou bien des recommandations, comment pour une entreprise,
Parce qu'il y a certainement des chefs d'entreprise qui sont en train de nous regarder, ou des professionnels, c'est-à-dire qu'ils soient un particulier avec un petit système informatique, ou bien qu'ils soient une grande entreprise. Comment on peut les aider? Comment ils peuvent réduire leur surface d'attaque? Alors aujourd'hui, en 2025, il faut bien distinguer deux grandes parties. Après, il y en a plusieurs. On peut en faire 10, 20, 30 catégories. Mais les deux grandes parties qui font qu'une cyberattaque aboutit, c'est d'un côté, mauvaise configuration. Oui. On en parlait tout à l'heure. Suivant, je l'ai installé, ça marche. C'est pas bon, c'est pas sécurisé. Ça marche par contre. C'est pas sécurisé. Donc il y a le côté configuration de base, c'est pas bon. Best practice, on rajoute. Secure by design, c'est un peu plus. Et la partie hardening. Comme ça, vous fermez cette porte et cette fenêtre. Et la deuxième catégorie qui fait que vous avez des cyberattaques qui passent, ce sont des vulnérabilités. Pour une raison très simple, elles touchent le système, l'appli, le réseau, ta montre Apple si tu en as une, ton robot. Moi, j'ai un aspirateur, il a un Wi-Fi. S'il est corrompu, on peut rebondir. C'est comme ça que sur Tesla, ils ont testé les premières attaques, parce que Tesla sont très bons en cyber. Ils font tester. L'attaque la plus simple, c'était par les pneus. Ils n'ont pas sécurisé le petit détecteur qui vérifie la pression des pneus. Ils sont connectés aux pneus et ils ont ouvert la voiture. D'accord. Ils n'ont fait qu'ouvrir. D'accord. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a la surface d'attaque, elle était là. Donc les vulnérabilités, c'est la deuxième grande partie. Pour une raison très simple, c'est que ça change tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il y a des nouvelles vulnérabilités. Quand tu regardes la courbe des 10 dernières années, elle fait ça, elle ne va pas s'arrêter. Donc il faut qu'ils savent très très bien quelles sont les vulnérabilités de leur système. Exactement. Et pour connaître les vulnérabilités de leur système, il y a la partie audit, il faut savoir ce qu'on a pour savoir ce qu'on veut protéger. Est-ce que j'ai 3 voitures ou 300 voitures? Si je ne sais même pas j'ai combien de voitures, comment je vais aller les fermer à clé, vérifier que le coffre, vérifier que les pneus, c'est exactement cette partie-là. Et pour la partie sécurisation, il y a ce qu'on appelle le patch management, la gestion des vulnérabilités. Il y a beaucoup d'outils maintenant qui gèrent ça pour les grands parcs et autres, mais dire je vais patcher dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, si les scanners, ceux qui scannent sur Internet, tombe sur les vulnérabilités de ce que vous avez exposé, un site web ou autre, ou une application, vulnérabilité 0D par exemple, 0D, il lance le petit script qui va bien, qui est déjà fourni, pas besoin de mot de passe, on est chez vous. On rentre chez vous, on ouvre la porte. Une porte sans cadenas, c'est la poignée. La poignée, on sait l'ouvrir. Ouais. Et le patch management, c'est en permanence, et c'est à tous les niveaux. D'accord. Bien évidemment, on insiste sur la partie externe en premier lieu, c'est ce qui est exposé, parce qu'on n'a pas le temps des fois de faire les deux en même temps. Et après, la partie interne. D'accord. Et je pense également qu'il faut former nos équipes à la cybersécurité. Oui, la sensibilisation, parce qu'on en parlait il y a 5 minutes. Celui qui clique, c'est l'être humain. C'est pas la chaise, c'est pas mon ordinateur. Mon ordinateur, si je l'allume pas, il va pas s'allumer tout seul. Ouais. C'est le clic et la sensibilisation. Il y a une catégorie que les hackers continuent à utiliser, c'est plus de 60%, 70% pour exploiter les vulnérabilités, les CVE. Donc, patch management, il passe par l'être humain. Et c'est toujours le phishing. 60%, 70%, le phishing. Je lisais cette statistique de Mail in Black qui disait qu'il y avait, sur le trafic mail chez eux, mais on peut dire que c'est à peu près pareil chez les grands opérateurs qui gèrent du mail, sur 100%, il y a 70% comment on appelle ça, de mail. Ok. 25% c'est du spam, de la publicité, etc. Et 5%, et c'est petit, 5%, c'est du phishing. Et dans ces 5%, il suffit que tu cliques sur le mauvais lien, où que tu sois, en entreprise, en travail à distance, en vacances, dans une salle informatique, peu importe. Il suffit que tu cliques sur le lien. Exactement. Tu télécharges. Il suffit d'un employé non formé ou non conscient de la cybersécurité pour cliquer, pour peut-être répondre à un email de phishing. C'est ça. Et ce qu'on a découvert, on s'est rendu compte avec le temps, c'est que le patch management, c'est régulier. Donc les équipes le connaissent par cœur, elles vérifient, dès qu'il y a une nouvelle faille, on patch. Par contre, pour la sensibilisation, au départ, il y a quelques années, on disait on va te sensibiliser, tu sais ce que c'est que le phishing, c'est fini. Et pendant 1 an, 2 ans, 3, mais on oublie les choses. Oui, c'est vrai. La sensibilisation n'a aucun intérêt, aucun, s'il n'est pas régulier. D'accord. C'est comme le patch management. Tu vas patcher aujourd'hui,
et tu patches plus jamais de ta vie, Ouais. ça servait à rien en fait. C'est plus efficace. C'est plus efficace. Et en fait, peut-être pour rajouter un autre moyen de peut-être pour que ceux qui nous regardent arrivent à réduire leur surface d'attaque, je vais y rajouter. En fait, j'ai déjà parlé de ça, mais en fait, tout ce qui est outils de monitoring et de réponse également d'attaque, c'est ces outils de réactivité, parce qu'il y a sinon des approches proactives, c'est-à-dire il faut chercher le mal pour y répondre. Donc en fait, ils peuvent utiliser également tout ce qui est SIEM et SOAR. Très bien vu. C'est la partie la plus pointue des experts, là que tu viens de traiter. Effectivement, on disait tout à l'heure, il faut savoir ce qu'on a pour savoir ce qu'on a à patcher. Exact. Si j'ai deux serveurs ou 250 serveurs, où est-ce qu'ils sont, comment, etc. Et la partie d'experts, parce que là, tu es parti sur la partie des experts, effectivement, il y a catégorie A et catégorie B. Catégorie A, c'est savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui vient de générer une attaque, qu'est-ce qui est un début d'attaque, Exact. ou une attaque en cours. Ouais. D'accord. Et il y a la partie B sur ce sujet-là, donc monitoring qui est extrêmement importante avec les SIEM. Tous les SOC ont besoin de ça avec des outils. Ouais. C'est une fois qu'on est dans l'attaque, voir qu'elle vient de se passer, on l'a bloqué. Il y a la partie forensique pour analyser qu'est-ce qui s'est passé. On appelle ça les IOC, les indicateurs de compromission. Qu'est-ce qui fait que cette attaque, on a vu c'est cet IP, c'est ce fichier-là, qu'on va remonter aux éditeurs, qui va être remonté à tout le monde, qui va être remonté à tous les SIEM connus et autres, pour qu'ils mettent ça dans leurs règles, ils disent l'attaque, voilà la signature, etc. Donc tu as ces deux catégories, tu as raison. Sans ces deux catégories, on ne peut pas gérer correctement une cyberattaque. Et je rajouterais même une troisième, qui est en amont de celle-là, qui est ce qu'on appelle les signaux faibles. Signaux faibles, je te donne un exemple. Si dans une entreprise, tu tapes ton mot de passe 2 fois, la 3e fois, normalement, ou la 4e fois, ton compte est verrouillé. Et avec ce SIEM et toute cette partie monitoring, normalement, si tu te trompes, ça arrive. Mais si tu te trompes 3 fois à 4 heures du matin et que tu es comptable, ce n'est pas normal. Ça génère un signe faible, c'est pas normal. Les informaticiens qui travaillent 3 heures du matin, c'est pas un signal faible, c'est normal. Il y en a qui travaillent de nuit, qui font du patch management, etc. Mais le comptable, ou le PDG qui se connecte 4 fois à 5 heures du matin, si tu as mis de la sécurité, bien sûr. Parce que si tu n'as pas mis d'un seuil de verrouillage de compte, le hacker, il va chercher 27 fois, 300 fois, il n'y aura pas d'erreur. Mais ces petits signaux faibles, c'est au-dessus, et c'est essentiel avec le monitoring. Pour finir, je pense que je vais te poser une question concernant l'IA et la cybersécurité. Si tu peux nous rajouter, si tu nous détailles ce que peut apporter peut-être ou ce duo IA cybersécurité, où on peut le placer. Elle est où sa force? Il peut protéger quelles ressources, Alors, la question de l'IA, elle est devenue essentielle en 2025, puisqu'on ne peut pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Ouais. Et les hackers, ils cherchent toujours les meilleurs technos. On l'a dit au début, les hackers sont bons. Les hackers, quel qu'il soit, quel que soit leur objectif initial, ils sont bons, sont des ingénieurs, niveau ingénieur plus, ils cherchent toujours les meilleurs outils. Alors si eux, ils s'attachent à avoir les meilleurs outils, les meilleurs IA pour attaquer, pour créer des scripts, créer des virus, créer des malwares, travailler des nouvelles techniques, etc. Et que de l'autre côté défense, on n'utilise pas l'IA pour analyser justement avec cette fameuse partie supervision monitoring dont tu parlais, où on a rajouté l'IA, qui va mieux analyser instantanément. Oui. Si on ne l'utilise pas, c'est très simple. C'est comme il y en a un qui va se battre avec une fourchette et l'autre avec un chiffon. La fourchette, ça pique. Le chiffon, il ne pique pas. Donc ça a élevé le niveau des attaques, des IA, la rapidité des attaques. Il y a eu une université, je ne vais pas donner le nom, qui a subi une attaque il y a 3 mois. On a découvert avec un article très très bon que c'était un module IA qui avait été utilisé en quelques heures. Ils ont analysé tout le réseau, les vulnérabilités, et l'attaque est partie. De la même façon, tous les défenseurs, donc équipe bleue, Blue Team, ceux qui sont là pour défendre, ils doivent utiliser ces nouveaux outils, être à la page là-dessus, savoir comment les utiliser. Attention, parce que les IA, il y a aussi une petite information qu'il faut prendre en compte. Sur toutes les IA que vous allez utiliser chez vous, gratuites, pas gratuites, vous avez une petite option dans les paramètres que moi je conseille de décocher, qui va autoriser
l'entraînement de ces IA avec vos données. C'est une petite case à cocher. Moi, je le déconseille pour une raison très simple. Si c'est pour faire un document simple concernant votre jardin et vous voulez faire une présentation de votre jardin, c'est pas très grave. Mais tous ceux qui travaillent avec, j'insiste là-dessus, qui à un moment donné, sans faire exprès, mettent un document, mettent un texte avec des mots de passe ou un fichier qui lui contiendrait un RIB ou autre, ces données-là, il suffit qu'il y ait une faille chez l'un des éditeurs, des IA, qui sont proposés gratuitement, je ne vais pas tous les citer, on en a à peu près 4-5, les plus connus, vos données vont être utilisées pour s'entraîner. Donc ça aussi, il faut faire attention à ce qu'on met, et au cas où on se serait trompé, j'espère que vous avez décoché cette petite option pour garantir le fait que vos données ne vont pas être utilisées pour s'entraîner. De toute façon, merci beaucoup. Merci à toi, avec plaisir. C'était vraiment, ça fait plaisir d'échanger avec toi. Une nouvelle discussion. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.